Merci Laurent de cette invitation. Je m'excuse d'avoir été en retard. J'étais dans un métro avec un colis suspect. Voilà, donc le colis n'était pas si suspect et je suis là. Quand on a décidé ensemble d'essayer d'ouvrir cette question ici avec vous, avec Laurent, j'ai été tellement stimulé par la visite de ces lieux que j'étais plein d'idées, de propositions, je vais mettre sur la table plein de choses pour faire des nouveaux incubateurs. Et ça m'a rappelé, avec le recul, j'ai un cousin qui a une start-up, et à chaque fois qu'il me rencontre, il me donne plein d'idées comme ça. Et dont aucune, évidemment, n'a aucun rapport avec ce que je fais vraiment, mais c'est la vision qui se fait, moi, de l'extérieur. Donc je vous rassure, finalement, je rentre dans ma culotte mes propositions d'idées géniales pour les incubateurs touristiques. Je pense plutôt que c'est l'objet de la discussion qu'on peut avoir après, de voir dans ce que je vous raconte, s'il y a des choses qui font sens pour vous. Alors, néanmoins, il y a quand même un effet d'évidence exceptionnel pour Paris, qui est tellement exceptionnel, je pense qu'on ne s'en rend plus compte. L'idée que Paris s'identifie à sa nuit et que la nuit soit un espace dans lequel Paris s'est inventé ne lui est pas exclusif, mais enfin lui est propre. Ça fait partie des territoires où Paris a été la première. C'est tellement pénible, les gens qui s'attribuent toujours le privilège d'avoir inventé quelque chose. Dans ce cas-là, c'est vrai. C'est peut-être pas vrai si on prend chaque chose isolément. Ce qui est certain, c'est que c'est vrai par l'effet d'attraction magnétique qu'a eu Paris à partir des années 1830 sur le monde entier. Les premiers guides touristiques qui ont été conçus, portés notamment sur Paris, un éditeur de guides touristiques allait forcément faire 3 ou 4 guides, un par exemple pour le grand tour de l'Italie et de la Grèce, et un rien que sur Paris. Voilà, donc toute la Méditerranée, puis une ville. Et ces guides d'emblée ont eu un tiers, voire la moitié de leur contenu dédié à la nuit. Le plus difficile pour nous, c'est de relire ces guides en se rendant compte qu'ils étaient le top du branché. Qu'ils étaient l'espèce de la chose incandescente, presque la promesse d'une ville qui n'existait qu'à moitié. Alors nous, on les voit comme de l'histoire, parfois comme quelque chose d'un peu pesant, qui nous renvoie à tout un tas de choses qu'on connaît déjà. En réalité, le simple fait d'inventer coup sur coup le guide de tourisme et de faire autant d'articles sur la vie nocturne, c'est quelque chose qui devrait nous intéresser, ne serait-ce que parce que si on fait, on en a parlé récemment ensemble, le comparatif avec aujourd'hui, ce que l'Office de tourisme de la ville de Paris ou son cousin régional publie, on a entre 8 et 15% du nombre de pages qui sont consacrées à la nuit. Donc, comme si c'était 3 ou 4 fois moins intéressant qu'il y a 150 ans, alors c'est peut-être moins nouveau. C'est peut-être vrai que la nuit, aujourd'hui, ne représente plus ce qu'elle a pu représenter pour la ville. Mais par contre, on pourrait dire presque la nuit combien de divisions, mais c'est un territoire gigantesque. En termes de population, il y a un tiers des grands Parisiens qui sont actifs en horaire décalé. Hein, ce soit des gens qui vont rentrer très tard ou se lever très tôt ou qui travaillent vraiment en horaire nocturne. Ça veut dire que vous avez, un jeudi soir, un tiers des grands Parisiens qui sont en train de se déplacer à minuit. Pas à 9 h du soir, à minuit. Donc, c'est une proportion absolument considérable. Dès qu'on fait entrer ce paramètre dans les discussions sur le développement durable, on n'est plus là à la marge, aux petits aménagements. Tiens, on pourrait peut-être, on verra à la fin s'il nous reste un peu d'argent. On va se rendre compte dans ce que je vais vous présenter que bien souvent la nuit pourrait être le point de départ de politique publique ou de stratégie privée avec des deltas financiers extrêmement compressés. Pratiquement investir la nuit, c'est tellement moins cher et tellement plus efficace que c'est incroyable qu'il n'y ait pas plus de gens qui s'en rendent compte. Voilà. Alors en fait, il y a des gens qui s'en rendent compte. Vous avez tout un tas d'acteurs du transport qui se sont mis à faire que de la logistique, par exemple. Pourquoi ? Parce que la logistique travaille la nuit, essentiellement. Et de la logistique, ils sont passés à tous les espaces secrets, les espaces qui sont, on pourrait dire, dans une nuit permanente, que sont par exemple les souterrains de la ville. Alors cette alliance-là, moi en tant qu'urbaniste, architecte, ça m'intéresse.
Je me dis, non, c'est pas moi qui suis en avance sur le sujet, même si c'est gentil de dire qu'on fait l'effort de penser ça, le on, c'est toute l'agence, de penser ça transversalement. Mais en réalité, il y a toujours des gens qui ne sont pas dans un projet théorique, mais dans une expertise économique, professionnelle, etc., et qui sont sur le même chemin que vous pour des raisons complètement différentes. Voilà. Alors, juste 2-3 notions sur le tourisme. On parle de plusieurs milliards d'euros d'économie juste pour Paris. Qu'est-ce qu'on peut dire comme chiffre annuel? Voilà. Bon, moi, ça m'impressionne, les chiffres m'impressionnent. Hein. Mais c'est considérable, donc on ne peut pas juste dire oui, oui, la nuit, écoutez, on a des choses plus importantes à faire. On pourrait même retourner le truc et dire, dans une période qui est en souffrance sur la croissance et en particulier sur l'emploi, la nuit est particulièrement intéressante parce qu'elle nous permet probablement d'imaginer des nouveaux facteurs de croissance, des nouveaux emplois, parce qu'on est souvent dans des emplois de service, d'interaction, et inversement, c'est la nuit que le capitalisme tardif hérité du monde industriel à la fois s'épuise et se régénère. Je vais vous donner un exemple. Hop, c'est parti tout de suite, tout seul, oui. Les gens qui travaillent à la poste la nuit, au centre de tri qui est à côté d'Orly, il n'y a pas de pause déjeuner. C'est assez curieux, c'est assez rare que les gens s'arrêtent déjeuner la nuit. Ils ne font pas une inversion complète. Ils mangent avant, ils mangent après. Mais ils font des journées continues avec des arrêts. Qu'est-ce qu'ils font? Dans un espace comme celui-là, il y a 6 tables de ping-pong. Je ne suis pas mauvais, hein, je dois vous le dire. Je ne me vanterai pas sur la nuit, en ping-pong, je touche un peu. Mais là, j'ai appris ma leçon. Bon. Et il y avait un truc tellement incroyable d'arriver dans un lieu de travail, c'est assez pénible le tri quand même. C'est vraiment des opérations extrêmement répétitives. Et en même temps, d'entendre takada, takada, takada. Et il y avait cette espèce de curieuse incertitude entre le lieu du travail le plus pénible ou un lieu qui était poreux à autre chose. Et tous les gens qui étaient là étaient volontaires et aucun n'envisageait que ça s'arrête. Alors, je rajoute ça dans les débats qu'on a entendus beaucoup sur le travail dominical, souvent assimilé au travail nocturne, alors que ce sont des problématiques juridiques très différentes, mais elles ont été mises dans le même paquet, notamment par un discours syndical qui a sa justification. Lui, il est l'héritier des grandes luttes contre la nuit, qui était le territoire de l'aliénation par excellence au XIXe siècle. On a un peu mélangé les deux sujets. En réalité, plus de 80% des gens qui travaillent la nuit le décident et se déclarent très heureux et peuvent énoncer de nombreux avantages, notamment des avantages d'accès à la ville le jour. Et alors, c'est peut-être là-dessus, si je peux faire une conclusion en commençant, comme ça je serai sûr de l'avoir faite. Il me semble que, puisqu'on est un peu dans une discussion où je ne cherche pas à vous convaincre de quoi que ce soit, mais je vais plutôt vous raconter comment on a travaillé ce sujet, je voudrais vous partager avec vous ça. Il me semble que les leçons de la nuit ne sont évidemment pas que pour la nuit, et elles sont peut-être surtout là pour critiquer le jour et nous demander pourquoi et comment nous supportons un certain nombre de choses le jour. Et c'est là où, moi j'ai l'impression que le tourisme est une sphère exploratoire de nouveaux rapports à la ville, de nouveaux rapports à l'autre, d'une culture de la curiosité, d'une culture de la multiplicité, de la diversité, de l'information. Voilà. Et que je ne sais pas si le mot tourisme durera longtemps. Il est peut-être, en tout cas pour nous, pour certains d'entre nous, tellement lié à l'idée de tour opérateur, d'action de masse et d'une pression exercée sur le territoire qui tend à le déformer. Mais il y aura peut-être d'autres mots qui permettront d'exprimer ce qui se passe. C'est-à-dire que cette curiosité, elle met le monde en mouvement et il ne peut rien se passer de plus important. En tout cas, c'est sans aucun doute, au lieu de dire « je suis Charlie », il faut acheter un billet d'avion en fait. Il n'y a que ça qui marche. Il n'y a que ça qui permet de rentrer dans des relations où on sort des idées préconçues. Voilà. Bon, je vais aller très vite, je vais défiler des images. On a commencé à travailler sur ce sujet dans les années 98, d'une manière très pratique. On a fait partie d'un des premiers groupes qui a été invité par le Bateau Phare. Un groupe, donc pas un groupe d'architectes, un groupe de musique, dont j'étais le batteur. Il se trouve que les 2 autres membres du groupe étaient des architectes, ou en tout cas des étudiants en train de finir leurs études. Et ça a beaucoup intéressé les gens du Bateau Phare, qui vraiment étaient en train d'ouvrir leur structure là, devant la très grande bibliothèque, les frigos, et puis tout le reste en chantier.
Et ils se sont dit, mais on voit qu'il y a quelque chose chez vous, c'est la musique, on aime votre musique, mais ce qu'on aime aussi, c'est les images que vous montrez pendant vos concerts. Et ces images, elles parlent de ville, elles parlent de comment la ville est habitée par des fantômes, elles parlent de la nuit. Et presque, ils nous ont expliqué ce qu'on sait. Et nous, on sait de manière très intuitive. En fait, on a été un petit peu gênés de ne pas avoir de chanteur. Donc on s'est dit, il faut qu'on monte des trucs pour masquer le fait qu'il n'y a pas de voix, ce qui était beaucoup mieux d'ailleurs. Il y en avait eu. Bon. Je vois que le groupe a décollé le jour où on s'est tué, donc... Je dis, sûrement un rapport quand même. Bon. Voilà. Et ce qui s'est passé au Bateau Phare, c'est que, en étant en résidence, c'est-à-dire en jouant au minimum tous les mois, pendant 2 ans, en créant tout un tas de formats, on a créé un sitcom dont on a écrit la Bible, réalisé le premier épisode, on accompagnait à chaque fois que des musiciens invités les projections de ces épisodes, mais après on fait le premier épisode, on a envoyé la Bible à tous nos amis artistes, ou pas artistes d'ailleurs, qui ont fait ce qu'ils voulaient. Et puis il revenait chaque mois, il y avait 300 € pour faire un film de 40 minutes, bah, il le sait. Bon. Et c'est certain qu'il y a eu plusieurs années où je ne me suis jamais couché avant 5 h du matin, mais c'était mon travail. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas le temps de me saouler, je n'avais pas le temps de... D'une certaine manière, je restais un petit peu extérieur avec la frénésie qu'on accompagnait, qu'on nourrissait, on était un agent excitant d'un phénomène. Et, bon, et cette position-là, elle m'a beaucoup intrigué. C'est peut-être celle qui a construit après notre rôle d'urbaniste architecte, d'ailleurs. C'est à la fois en sympathie profonde avec ce qui se passe, mais tellement occupé à faire des réglages que finalement, voilà, c'est le monde qui bouge et puis on est au milieu en train d'essayer de faire le pivot. Mais cette expérience, il faut quand même la décrire un petit peu simplement. Il a suffi que des gens achètent un bateau en Écosse, le posent sur un quai dont personne ne voulait, pour que la ville de Paris change de visage. Il y avait d'autres clubs, plus expérimentaux, les Instants Chavirés à Montreuil, etc., mais pour des micro-niches. Bateau Phare, c'est la première fois en France qu'on a eu quelque chose qui était à l'image des rave parties, c'est-à-dire des gens qui font ce qu'ils veulent et ça plaît à plein d'autres qui sont comme eux. Et en même temps, c'était un business, et en même temps, c'était une adresse, en même temps, c'était en ville, et en même temps, musicalement, c'était à la pointe. Ils faisaient venir des musiciens du monde entier. Il y avait la semaine Berlin, il y avait la semaine Taipei, on va y arriver plein de Taïwanais, etc. Cette capacité à faire centralité avec presque rien, c'était une leçon quand même considérable. Rien dans le vide en plus. Donc il fallait qu'ils imaginent tout, manger, boire, se déplacer. Alors à un moment, ils ont acheté un bus anglais à Impérial et ils se sont mis en rapport avec d'autres sites qui avaient comme ça une vision expérimentale de la nuit. Et la RATP a fait interdire leur bus parce qu'il avait des arrêts fixes. Et la RATP ne peut pas accepter des concurrents sur son territoire. Elle peut accepter des bus touristiques qui font des circuits, elle ne peut pas accepter que d'autres bus aient des arrêts. Dans la nuit qu'à l'époque, elle n'occupait pas. Puisqu'à l'époque, le Noctambus, c'était 4 lignes, qui étaient les vieilles héritières des lignes qui allaient jusqu'aux usines automobiles, et qui passaient... dans les moments très chauds, toutes les 50 minutes et plutôt toutes les 2 heures. Et qui servait plutôt en fait, d'abri aux gens qui n'en avaient pas et qui étaient très identifiés, disons, à une certaine population vraiment du lumpen prolétariat qui allait nettoyer les immeubles à la Défense, etc. Et donc ce transport-là était complètement... Les gens ne le voyaient pas, c'était un transport intouchable. Voilà. Alors ensuite, il y a eu une série de modifications qui tiennent à la fois à la politique publique de la ville de Paris, à des changements de génération et à l'influence très forte d'autres villes qui étaient en avance et qui font que, à peu près la ville que l'on connaît aujourd'hui, elle existe depuis plus de 10 ans en fait. C'est celle avec des lignes de noctiliens qui ne cessent de se perfectionner, avec une augmentation de la fréquence et de la durée le week-end de manière tardive, avec énormément de nouveaux lieux qui sont apparus. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé là? Pour moi, c'est la naissance de quelque chose qui n'est pas le tourisme, au sens où on l'entend, c'est-à-dire des gens de l'extérieur qui viennent. C'est plutôt une offre qui redéfinit le territoire, qui redéfinit le rapport entre les acteurs, et qui fait que des gens qui viennent de n'importe où, c'est-à-dire de l'immeuble au-dessus, ou de New York, se retrouvent au même endroit. C'est quand même très différent. Allez au Moulin Rouge et dites-moi combien de gens qui habitent sur la place Blanche, ils viennent pour y passer une soirée. 0, c'est impossible.
Alors, c'est une des grandes difficultés du tourisme, c'est qu'il tire son efficacité d'un rapport à l'extérieur, et en même temps, il s'essouffle de ça parce qu'il va dans la caricature, parce qu'il va dans les séquences de masse, etc. Je vous apprends rien, mais dans ce tournant des années 90, on a commencé à avoir des offres qui étaient extrêmement attractives au plan touristique. Au bateau phare, il y avait au moins 50% des gens qui étaient étrangers. Alors c'était aussi un lieu de retrouvailles pour les Erasmus. Les Erasmus, ils sont hyper importants. C'est vos amis, les Erasmus sont vos amis. C'est une catégorie d'habitants de la ville qui joue un grand rôle. Voilà. Et pour beaucoup de gens, ce micro-lieu, il y avait 250 places au bateau phare, donc je ne dis pas qu'à chaque fois il y avait la queue dehors, mais on a déjà eu 800 personnes qui faisaient la queue pour des concerts. C'était probablement des bonnes dates, c'était pas seulement pour nous, mais quand vous avez 800 personnes dehors et 250 dedans, qui sont venus là au fin fond du 13e, vous commencez à vous dire, mais qu'est-ce qui peut se passer? Voilà. Et il y a eu ce jeu très très intéressant d'échange des formules. Donc le bateau phare s'est mis à faire le week-end, l'après-midi, dès qu'il faisait à peu près correct beau. Il sortait un sound system sur le quai, et il faisait des après-midi qui s'appelaient Cake and Milk, et qui s'adressait en fait à des clubbers devenus parents. Le clubbeur devenu parent, il a des acouphènes déjà, donc il arrête d'aller en boîte, il a des horaires de boulot, et il a des enfants évidemment qu'il ne peut pas amener se cogner à la tête, ni partager des gélules du bonheur. Donc voilà. Et subitement, on a vu apparaître dans Paris des espèces de pratiques de boîtes de nuit l'après-midi avec des jeunes parents et des enfants de moins de 5 ans. C'était les mêmes DJ, c'est pas tout à fait la même musique, mais c'était la même culture musicale et qui tout de suite montrait sa souplesse. Alors ça, c'est des phénomènes qui sont complètement actifs de plein de manières. Et d'une certaine manière, pour moi, les startups, qui est un terme qu'on a commencé à inventer à ce moment-là, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire un désir, mais un désir qui se projette tout de suite dans une efficacité, qui veut rencontrer un public, des usagers, qui veut exister dans le monde réel. Très, très différent du plan de carrière institutionnel ou du « tiens, je suis allé dans tel pays, ils font ça, j'importe, je vais faire pareil ». Donc cette culture de l'initiative, c'est intéressant parce qu'elle était portée par des gens très différents. Des gens pas du tout diplômés, qui étaient ce monde des travelers, de la culture cyberpunk, de la techno, etc. Et de l'autre côté, beaucoup de gens qui venaient des écoles d'art, du design, de l'architecture, des gens qui étaient en rupture de banc avec leur formation Bac plus 37 en économie, des énarques, sans blague. Et des gens, ils ne se mettaient pas à dormir avec le chien dans une caravane, mais il y avait une vraie rencontre sur la nécessité de toucher du doigt la liberté de ceux qui disaient « on est de nulle part, on est de partout, et si demain je veux faire une fête sous un pont ou dans un ancien aérodrome, je le fais. Et je ne demande rien à personne, et de toute façon, le temps que les flics arrivent, on sera déjà reparti. » Voilà. Je vous fais grâce de toutes les formes d'inventivité sur les technologies de communication, de transport, d'alimentation, de logistique qui se sont organisées autour de ce tournant des années 90-2000. Mais bon, j'en ai esquissé un peu l'histoire dans le catalogue de l'exposition. Il y a 1 million de signes, donc moi je vous recommande de l'acheter maintenant pour le lire toute votre vie, quoi. Mais je pense qu'on n'a pas fini de se rendre compte de ce qui s'était passé à ce moment-là. Et comme on sait que toutes les modes reviennent tous les 15 ans, on n'est pas de toute façon très loin de cette relecture, ça va venir automatiquement. Voilà. Donc, moi, mon entrée sur les questions de la nuit, elles sont là, et je pense qu'on va voir germer aujourd'hui des postures économiquement viables, structurées, réinventées, remodernisées, qui ont quand même un pied dans ce changement, qui est le changement d'après la chute du mur, qui est le changement d'un monde global, d'un monde des technologies interactives. Beaucoup de changements d'un coup en 5-6 ans, énormément de paramètres ont changé. Et là, il y a une grande différence. Je vois Chloé qui est là. Chloé, elle est née, je ne sais pas, quelque part dans les années 80. En fait, elle ne sait pas de quoi on parle. Si, elle sait, elle l'a lu, mais il s'est passé un truc. Voilà. Mais ce truc, c'est pas grave si on ne l'a pas vécu. On n'a pas besoin d'avoir été à Berlin, à la chute du mur. Ce qui compte, c'est de savoir identifier ce qui, 30 ans après, nous travaille et qui vient de là. C'est exactement ce qu'on a fait sur la nuit. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu la Révolution française qui, dans le droit, dans les institutions,
même dans des choses comme les formats d'éducation, l'école, l'armée, a créé tout un tas d'outils pour aller vers la démocratie. Et puis, il y a eu la scène où, socialement, le besoin de liberté, d'égalité et de fraternité s'est réalisé. Cette scène, c'est pas la place du marché ni la place de l'église, qui est souvent la même d'ailleurs, c'est la nuit. Et c'est ce qui explique que dès la fin du XVIIIe siècle, à peu près 15 ans avant la Révolution française, vous avez un afflux massif de paysans vers Paris. En fait, l'exode rural commence avant la Révolution française, qui sont des célibataires, principalement des jeunes femmes, et qui cherchent à vivre une vie indépendante à Paris. Et elles viennent, en fait, en touristes. Sauf qu'à cette époque-là, on ne fait pas... Donc, en fait, on vit une vie parfois assez misérable pour avoir le droit de vivre le tourisme de cette ville qui devient attractive la nuit. Voilà. Donc ça, c'est hier et c'est il y a très longtemps. Il faut arriver, c'est très difficile d'arriver à avoir un rapport avec ce temps-là. Bon, des lieux comme le Bal-Bullier ou les jardins des Champs-Élysées, ça, physiquement, on voit où c'est. Ça, c'est des lieux qui sortent de cette époque-là, de ce basculement où subitement il y a un afflux de jeunes gens qui veulent se rencontrer, qui veulent danser. Alors ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment on a constitué le sujet depuis notre culture de l'architecture et de l'urbanisme, qui consistait à chercher dans plusieurs directions, puis on s'est arrêté sur la nuit, mais pas seulement, ce qu'on appelait nous du hors-champ, c'est-à-dire des espaces ou des situations où il n'y a pas de règles constituées, où il n'y a pas d'habitude, où il n'y a pas de doctrine. Bref, des espaces où on avait le sentiment qu'on avait une chance de pouvoir inventer quelque chose. Encore une fois, moi je reviens à la fin des années 90, c'est une période de chômage très dure comme maintenant, et un discours, contrairement à maintenant, résolument pessimiste. Dans les écoles d'architecture, on dit « vous ne trouverez pas de travail ». Pensez tout de suite à la reconversion. Et il n'y a pas du tout la culture de l'innovation et du projet qui s'est aujourd'hui généralisée à toute la société, et dont ce lieu, évidemment, est un des symboles. Alors, on a travaillé dans 22 villes d'Europe et d'Amérique du Nord pour comparer leur nuit. Et on l'a fait à une échelle qui n'était pas celle pratiquée par les rares autres explorateurs nocturnes. Évidemment, je citerai Luc Wiasinski, géographe, spécialiste de la nuit urbaine, et qui était lui dans un travail déjà pionnier qui consistait à décrire l'existant. Déjà se rendre compte de ce qu'il y avait la nuit. Et donc, dans la mesure où on travaillait dans le même programme que lui, on a pris le contre-pied sans aucune agressivité, on travaillait ensemble. Il consistait à dire, mais de toute façon, il y a tellement d'endroits où il n'y a presque rien la nuit, que si on se contente de tirer des conséquences du peu qu'il y a, on va se limiter. En fait, on va accentuer la caricature, on va se réduire la perspective. Donc, nous, on va considérer le territoire le plus grand qui est concerné par une ville, et on va se demander quelle est son identité nocturne. On va en faire le portrait. Alors ça, c'est une séance de travail quand on travaille sur Paris. Pour nous, Paris, c'est une piscine inachevée de Marc Miemram derrière Roissy. C'est des silos qui sont les seuls repères dans la campagne. C'est un kebab qui est tenu par un type improbable, qui est une sorte de maire de nuit de Aulnay-sous-Bois, qui connaît tout le monde. Il est absolument fabuleux. Et c'est très bon. C'est le meilleur kebab de la région parisienne. Il est incroyable. C'est sa mère qui a fait la recette de l'agneau. C'est sa grand-mère qui a fait la recette du poulet au curry. Et c'est sa femme qui fait le dessert italien avec le tiramisu. Oh, le tiramisu. Bah. On me dit, oh, la viande est halal parce que tu comprends, mais en fait, je suis plutôt un resto italien. Je me rends compte que les gens ils viennent pour le tiramisu. Voilà. Voilà. Tous ces fragments de territoire, ils sont intéressants parce qu'ils sont complètement en dehors de la carte, de l'attractivité, et en même temps, ils font l'objet d'efforts très importants. Il ne faut pas croire que la nuit est un territoire abandonné. Par exemple, le maire d'Aulnay a dépensé beaucoup d'argent pour rendre son centre-ville très hospitalier la nuit et permettre par tous les moyens de faire venir cette jeunesse qui veut pas se coucher,
en dehors des cages d'escalier et l'amener dans un espace public qui est pour eux, qui est praticable. Donc terrain de foot, terrain de basket, allumé. Et placé suffisamment loin des façades pour que ça dérange personne. Et à partir du moment où c'est possible, il y a une partie de la revendication qui consiste à dire il n'y a pas d'espace public, on squatte parce qu'il n'y en a pas, qui s'épuise. Parce qu'il y a des types qui n'ont pas du tout envie de jouer au basket la nuit. Mais comme il n'y a plus assez de monde en bas de l'escalier, c'est pas, ça aussi, ça s'est vidé. Et donc finalement, il y a les enragés du basket, ils y sont toutes les nuits, et ils exercent quelque chose qui n'est pas de la veille, c'est pas du flicage, mais une présence qui a complètement pacifié le quartier. C'est pas du participatif, on s'est pas assis autour d'une table et on a dit bon, toi toutes les nuits tu vas jouer au basket et tu vas nous faire de l'ambiance. C'est quand même une série de dispositifs d'urbanistes ou d'architectes qui à un moment font des propositions qui décrispent une situation. Je ne sais pas si le maire d'Aulnay le dirait comme ça, je ne l'ai jamais rencontré, donc je parle très librement, mais j'ai l'impression qu'il a encore mieux réussi la mutation de son centre-ville la nuit que le jour. Peut-être parce qu'il est conscient du fait que la moitié de ses habitants, enfin de la population salariée, travaille la nuit. Ils travaillent à faire des plateaux repas pour les avions, à faire les mises en place dans les centres commerciaux, à faire le ménage dans l'aéroport, dans les avions, etc. Donc ils sont polarisés en fait par des activités en gros de logistique aéroportuaire ou commerciale, et puis par les mises en place dans le parc des expositions. Ces gens-là, ils rentrent chez eux à 3h, à 4h, à 5h, à 6h. C'est un flot ininterrompu. Mais en même temps, c'est un peu à compte-gouttes. C'est-à-dire qu'il faut passer une demi-heure pour se rendre compte qu'il y a 100 personnes qui sont passées. Sinon, on a l'impression que c'est vide. Donc c'est de l'observation. Donc on a fait venir des sociologues, là on a fait du participatif, on a fait des enquêtes de quartier, etc. Voilà. Alors, au tout début de notre travail, on menait séparément une recherche historique et critique sur la nuit contemporaine. Donc ça, c'est un livre qui est aujourd'hui seulement en anglais et en espagnol, mais dont on va publier une nouvelle version augmentée en français aux éditions Parenthèses, donc qui s'appelle Nightscapes, et qui raconte, en gros, pourquoi les nuits blanches ont complètement réinventé par Paris, ont repositionné l'identité des villes à partir de leur nuit, et ce qu'il y a avant elles. Donc le premier chapitre raconte l'histoire ou les mythologies de la nuit depuis le Paléolithique, les grands mythes de la nuit, le rapport à la Lune, etc. Tous les grands cultes néolithiques sont d'abord des cultes de la Lune, puis des cultes du Soleil. Les cultes de la Lune, c'est quand on est nomade, parce qu'en fait on se guide avec les étoiles, donc le ciel fait l'objet d'une incroyable, d'ailleurs, un niveau de connaissance cosmique absolument incroyable. Et puis quand on se sédentarise, ce qui devient important, c'est plus la Lune, c'est le Soleil. C'est le Soleil qui fait pousser vos légumes, qui fait... voilà. Donc il y a eu une inversion culturelle qu'aujourd'hui les anthropologues savent repérer dans l'histoire des grands mythes. Et quand vous voyez Stonehenge, par exemple, Stonehenge, c'est une horloge à mesurer la superposition de la Lune et du Soleil. Mais ce n'est pas l'éclipse qui est extraordinaire, c'est la confusion des deux rites. C'est que là, les deux mondes, les deux religions se touchaient. C'est pour ça qu'on a construit Stonehenge. Vous avez beaucoup de cairns en Irlande aussi qui sont construits comme ça avec des fenêtres qui ne sont là que pour observer un phénomène du ciel tous les 120 ans, etc. Donc on avait besoin de faire ce travail-là, l'histoire de la peinture, des nocturnes, etc. Je ne détaille pas, mais c'est pour vous dire que ce qui a l'air d'être une question urbaine, une question très actuelle, très frénétique, liée à une pratique de la musique et vive la nuit, en fait on peut aussi la repenser en fouillant dans les différentes généalogies du sujet. Le deuxième article écrit par mon associé et néanmoins frère portait sur l'échelle métropolitaine et notamment le rôle des grands réseaux, l'électricité et les transports, et qui avait, on va dire, redéployé la nuit à des échelles complètement différentes, mais aussi changé toutes les relations de l'espace. Le dessus, le dessous, le dehors, le dedans, le jour, la nuit, etc. Et vous avez des moments historiques, comme les années 20 et 30 à Paris, où le bâtiment qui est derrière nous, le cinéma, sont des monuments de la ville à la tombée de la nuit. Aujourd'hui, il est beaucoup plus sobre dans son expression lumineuse, mais il a toujours eu des néons qui descendaient à l'intérieur et qui descendaient jusqu'à la grande salle, qui est très belle, pour ceux qui y sont déjà allés. C'est entouré d'un néon absolument magnifique. Et c'était un lieu qui n'a jamais été qu'un cinéma.
C'était aussi un lieu où on dansait, un lieu où on buvait, c'était des lieux de sociabilité autour du dernier truc. Il se trouvait que c'était le cinéma. Voilà. Donc c'était très important de se rendre compte de ça. Les cinéaques, c'est des chaînes de cinéma d'actualité. Il n'y a pas la télé et la radio ne suffit plus. Donc on va au Cinoche et on s'assied pour une demi-heure. Et là, on apprend que les Jeux Olympiques à tel endroit, que le... Bon, etc. Donc ça, c'est des trucs qu'on peut faire à minuit, à 2 heures. C'est du 24 heures sur 24, les infos. Ce qui est très intéressant, en fait. C'est une sorte d'anticipation des chaînes comme BFM et compagnie. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, finalement, je pense que vous commencez à le comprendre, c'est à la fois ce que la nuit a de plus visible et de plus séduisant ou de plus différent, et en même temps tout ce qui est d'invisible en elle, sa profondeur culturelle et ses éléments techniques qui font sens, en particulier la nuit. Le 3e chapitre portait sur les stratégies d'éclairage la nuit dans l'espace public, dans les architectures, en choisissant une série de grands maîtres et d'édifices très remarquables. Dans la nouvelle édition qu'on va faire, on va passer beaucoup plus de temps à montrer des choses moins connues, mais parce qu'on sait aussi beaucoup plus de choses aujourd'hui. Mais c'est certain qu'on ne peut pas raconter la carrière de Jean Nouvel sans parler de sa collaboration avec Yann Kersalé, même s'ils sont fâchés maintenant, nous on n'est pas fâchés pour eux, donc on regarde et on voit le nombre de bâtiments absolument essentiels de Nouvel qui changent totalement de personnalité à la nuit venue, et ça c'est le génie de Kersalé, qui est un plasticien, hein, plus qu'un technicien de la lumière, et qui petit à petit a compris que son rôle était très, très au-delà simplement de régler une présence du bâtiment, mais c'est carrément de lui donner une deuxième personnalité. Donc la nuit, double vie, deuxième peau. Ah oui, non, il faut que je vous montre ça, c'est incroyable. On est au Japon, dans une vallée qui n'a pas le soleil pendant les mois d'hiver. Ils ont la neige, mais pas le soleil. Ils dépriment sérieusement et ils demandent à une grande paysagiste japonaise qui s'était spécialisée dans la lumière d'installer quelque chose qui change leur rapport au paysage, qui soit un endroit moins déprimant. Elle a acheté des projecteurs de stade de foot et qu'elle a mis sur la crête de la montagne. Et elle a braqué sur le village pour leur faire ça. Bon. Ça fait partie des histoires qui m'intéressent, c'est que à chaque fois que je le montre, les gens trouvent ça extrêmement intéressant, mais les gens du village, ils ont demandé que ça soit démonté au bout de 6 mois. C'est-à-dire que, en fait, la présence d'une lumière fixe, c'est beaucoup plus angoissant que l'absence de lumière. Mais tant qu'on n'a pas essayé, on ne le sait pas. Donc, moi j'aime cette anecdote parce qu'elle dit qu'en fait on ne sait rien sur la nuit. On ne sait rien. Et donc, c'est quand même un peu embêtant, ça va coûter un peu d'argent, je pense. Il y aurait peut-être pu y avoir une manière de tester ça. Allez, une semaine, quoi, avec d'autres moyens. Et ensuite, on voit si... Voilà. Et donc, très, très, très souvent, on bute sur cette question que si on accepte la nuit comme étant une nouvelle frontière, un territoire où on a la possibilité d'inventer, il faut aussi qu'on comprenne que le devoir, c'est celui d'expérimenter avec sérieux, c'est-à-dire expérimenter aux sciences scientifiques. On essaye, ça rate, on recommence, ça rate, on recommence, jusqu'à ce que ça marche. C'est exactement ce que vous faites là-haut, ceux qui développent des applications, ceux qui développent un nouveau concept d'accueil, etc. Vous allez le tester. Et quand ça teste, il y a fatalement des choses qui vont être décevantes. Sauf que c'est là où vous êtes dans le vrai. On sait que Einstein était un élève très médiocre. Et on sait pourquoi, c'est parce qu'il passait son temps à la bibliothèque à lire les mémoires scientifiques. Les mémoires, c'est ceux qui vous expliquent comment procèdent des séries d'expériences à partir d'une hypothèse de départ jusqu'au succès final. Lui, le succès, il s'en foutait. L'hypothèse de départ, il la connaissait déjà. Il voulait comprendre ce qui s'était passé entre les deux, c'est-à-dire les séries d'échecs. Voilà. Et alors, un des intérêts de la nuit, c'est que comme c'est extrêmement... c'est très vite pittoresque, c'est très vite héroïque, la nuit. Même la notion d'échec peut être sublime. Et moi, c'est quelque chose aussi qui peut devenir un peu décomplexant. On peut se dire qu'il y a un rapport à l'expérimentation nocturne, parce qu'elle est faite avec doigté, parce qu'elle se fait à des plus petites échelles, parce qu'elle se fait avec soin, où en fait on supprime un peu la notion d'échec comme sanction, et on valorise le fait d'avoir tenté le coup. Voilà. Je ne sais pas vous comment vous êtes, mais moi j'en peux plus d'entendre qu'on est un pays de gens conservateurs, qui n'arrivent pas à se réformer. C'est insupportable. Mais peut-être qu'il y a des causes à ça. Et peut-être qu'à chaque fois qu'on trouve un espace où on peut bouger, où on peut se déformer, où on peut mettre un masque, où on peut rire trop fort,
peut-être qu'il faut prendre au sérieux cette possibilité-là et qu'on en a tous besoin. Et là, c'est plus... voilà, c'est le citoyen porteur d'initiative qui parle à d'autres citoyens porteurs d'initiative. Voilà. Alors, on faisait ce travail-là et en même temps, on pensait que d'écrire la généalogie de ces personnalités nocturnes, ça ne suffisait pas. Je vous l'ai dit, on a traversé des métropoles du monde entier. Là, vous avez quelques-unes des cartes où on voit les grands points qu'on a visités. Bon, Bruxelles, Helsinki, Barcelone, le rapport entre Lille et Courtrai. À minuit, tout Lille se ferme et donc tout le monde traverse la frontière pour aller dans des boîtes de nuit qui ferment à 6 h du matin et où la bière est à 1,50 € la pinte. Et les amphétamines ne sont pas chères aussi. Ouais, donc c'est un énorme problème de police, puisque le passage de la frontière, c'est un des endroits où il y a le plus de morts sur la route en France, en fait. C'est-à-dire que quand on revient, on est un peu parti, quoi. Voilà. Donc toutes ces villes, elles nous ont raconté des choses incroyables, et des choses qui ont un peu un rapport avec ce qui s'est passé ce mois-ci à Paris aussi. Des choses sur la coexistence des communautés, la place qu'on leur laisse, et on n'a pas toujours bien compris. Quand à Toronto, le directeur du tourisme nous dit ce que vous faites, explorer les villes la nuit, ensuite inviter le public à vous suivre, mais on va faire ça à Toronto, on va aller d'un quartier de communauté à l'autre. Et nous, avec notre esprit républicain français, on détestait cette idée-là. Mais le temps passe et on commence à voir que une ville qui est capable d'avoir une sorte de community pride, peut-être pas bête. En tout cas, ça permet à certains qui se sentent mal dans leur société de se sentir le centre de l'attention d'une manière qui est strictement eux qui y sont. Et c'était assez malin. Alors à Toronto, on a beaucoup alimenté la réflexion sur la nuit blanche qu'ils ont développée, et eux, elle est beaucoup plus orientée sur le tourisme et sur la simulation de situations urbanistiques. C'est-à-dire qu'ils s'en servent comme un outil pour tester des nouveaux dispositifs. À Paris, c'est un gigantesque musée d'art contemporain en plein air, gratuit. C'est une invention fabuleuse, mais qui ne servent pas à autre chose. Sauf que nous, on peut porter après un regard rétrospectif et dire « Regarde, ça a fait ci, ça a fait ça ». Ça a permis notamment de valider par les pieds, c'est une sorte de référendum par les pieds, le consentement des Parisiens et des grands Parisiens que c'était pas mal la ville sans voiture. À un moment où c'était loin de faire le consensus. Mais c'est un effet de communication politique, stratégique, ce n'est pas un effet de modelage de l'espace. Donc moi, je fais partie des gens qui pensent que, soit dans le cadre de la Nuit Blanche, soit dans des nouveaux formats, là, on a des outils, on a une nouvelle pince pour faire la ville. Et on serait fou de ne pas s'en servir. Et pour tout un tas de raisons, peut-être que toutes les idées qu'il faut avoir sont déjà là, mais pas dans la bonne temporalité, pas dans les mains des bons acteurs, ou pas à la rencontre des bons acteurs. Donc la nuit, ça apprend ça aussi. Il y a peut-être moins inventé que ce qu'on croyait, qu'à faire les bons pincements, à faire se rencontrer les gens. Et c'est beaucoup ça. Nous, qu'est-ce qu'on fait dans ces explorations? On emmenait des gens des laboratoires, des universités qui devaient s'intéresser à ça, même s'ils n'y avaient jamais pensé, des étudiants des écoles d'art, d'archi, de design, qui étaient forcément sensibles à ça, mais des gens des sociétés de transport, des gens de l'office du tourisme, etc. Et puis, quand on a passé une nuit à crapahuter jusqu'au bout du système et qu'on se rend compte qu'en fait, il faut tout faire à pied parce que le transport public la nuit est rarement, voire jamais efficace, et qu'on traverse des endroits extraordinaires, et qu'on se retrouve à faire, d'une certaine manière, un tourisme du vide, mais surtout un tourisme du potentiel. Mais on est marqué à vie. Et c'est avec ces gens-là qu'on faisait des projets, et que parmi ces différents projets, ces différentes fictions, on en retenait une et on la coproduisait. Et ensuite, on emmenait 500, 1000, 10 000 personnes dans une nuit où on retraçait certains de ces itinéraires qu'on avait trouvés les plus forts, les plus intéressants, on les mettait en valeur, on invitait des artistes pour travailler sur des lieux. C'est-à-dire, en gros, des systèmes de nuit blanche, mais très structurés par l'idée que la qualité de la nuit, c'est de pouvoir se déplacer de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus interactive avec un territoire. Donc ça, c'est une carte de Toronto, faite par des enfants, dans un atelier. Ils commencent à superposer des trucs, ils n'ont jamais vu un ordinateur de leur vie, hein, ils ont 8 ans. Et puis, à un moment, il y a ça qui sort, qui est un bug, et on travaille 1 an avec cette carte. Donc, je vous dis le rapport à l'erreur. Ça, c'est une carte d'une ville dortoir à l'extérieur de Barcelone. Et les territoires en rouge sont tous ceux que les étudiants de l'école de design qui travaillent avec nous ont désignés pour être des aires prioritaires d'expérimentation nocturne. Une carte méthodique faite par des chercheurs de l'université qui sont arrivés à dire où est-ce qu'on peut aller
dans un rayon de, alors je ne me souviens plus, j'avoue, mettons 10 km autour du centre-ville, avec les différents systèmes de transport qui existent après minuit. Et on voit qu'il y en a où on met 26 minutes et d'autres où on met 1 heure ou plus. Voilà. Ce qui, dans le territoire de Helsinki, est assez vexant parce que c'est assez petit quand même. Voilà. On ne parle pas de savoir combien de temps on met pour aller à Étampes ou à Soissons. On parle d'aller, je sais pas moi, aux Ulysses, au plus loin. Et voilà. Donc on est très très vite, dès qu'on sort de la centralité très dense, il n'y a rien nulle part. Il n'y a aucun territoire qui sait gérer ça. Sauf qu'on sait très bien que la pondération, c'est toujours 1 dans le centre-ville et 10 autour. Donc le problème social, économique, politique, il est toujours posé. Voilà. Je passe juste des images, je ne les explique pas. En gros, on a cherché dans des procédés qui étaient très très légers, qui étaient presque biodégradables, à raconter ces territoires la nuit. Puis les gens qu'on a invités, là on est à Oslo, avec 300 étudiants d'une école de design et de communication, on décide de faire un atlas nocturne de la ville en 1 nuit. Ils font des équipes, ils dessinent des itinéraires, ils les suivent, et ils ont un tout petit peu de matériel pour signer leur passage, et ils documentent leurs traces. Donc là, ils sont sur un ancien aéroport qui est à 2 doigts de se transformer en une gigantesque ZAC sans personnalité. Et donc, ils commencent à devenir avions. Et ils font ces clichés comme ça. Moi, je trouve ça juste rigolo. Quand le lendemain, ils les montrent, les gens se lèvent et se mettent à applaudir. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas que ce terrain d'aviation, c'était la grande affaire urbanistique d'Oslo. Donc c'est intéressant cette possibilité de se remettre en mouvement ensemble, d'aller et venir à la fois dans des endroits qu'on connaît déjà, qu'on va revoir autrement, et fatalement, en allant dans des endroits où on n'est jamais allé, c'est qu'il y a une nouvelle grammaire qui se propose, et même ce qu'on savait déjà prend une profondeur qui est fondamentale. Là, on est à Belgrade. On crée des studios de photos interactifs où les gens se passent des cadres qui les floutent un peu, ils se prennent en photo les uns les autres. Puis à la fin du parcours, 1 demi-heure plus tard, ils découvrent ces photos projetées sur des façades de bâtiments en énorme. Et ils se voient devenir ville. Là, on est dans un hôtel complètement repensé à Bruxelles, dans un style japonais, qui a fait faillite, donc qui n'a jamais vraiment été utilisé. C'est le Tagawa, qui est squatté par des militants un peu Syriza comme genre, mais à l'époque on ne croyait pas trop qu'ils avaient un avenir, et qui nous disent « Ah, votre truc sur la nuit c'est génial, on va inviter des gens par SMS à une soirée que vous organiserez là, on envoie les SMS à partir de quelle heure ?» Moi je dis, je sais pas, moi 2 jours avant, ah non, c'est pas intéressant, non, 18 heures. Bon, et voilà, aujourd'hui c'est complètement banal, on sait très bien que plus on attrape les gens à la volée, c'est pas tellement la question de combien vont venir, c'est que c'est très qualitatif, cette espèce d'engagement spontané de tiens, j'y vais. Voilà. Et on a eu 800 personnes. Voilà. Et donc là, c'est une artiste française qui a son film sur Bruxelles la nuit, et qui en fait a enregistré une bande-son où elle pose des questions aux gens, elle leur met sur les oreilles, ils écoutent. Et alors, il se précipite sur elle après pour lui dire « Oui, mais alors cette question, je voudrais vous répondre. » Elle remettait la main sur la bouche, elle disait « Chut !» Elle l'a enlevée, elle passait au suivant. Et les gens repartaient avec leurs réponses, mais pas pour les partager avec elle, mais avec les autres gens dans la fête. Voilà. Donc c'était beaucoup un travail sur représenter cette nuit qu'on avait découverte, c'est un peu des problématiques d'explorateurs, la représenter, la capter, la représenter, la partager. Mine de rien, ça s'appelle quoi? Une nouvelle forme d'encyclopédisme ou une nouvelle forme de conférence. En fait, c'est des conférences d'urbanisme dans des médias complètement différents. C'est de la théorie hardcore sur l'économie urbaine en fait. Donc ça, je peux vous le raconter comme ça, devant d'autres auditoires, ça passe moins, mais au fond, j'ai l'impression que dans ces projets de start-up que vous menez, vous êtes comme ça dans des oxymores, où vous mettez des projets d'hyper-rentabilité liés à un rêve de quelque chose qui ne vaut rien, mais qui est juste la chose que vous avez envie de vivre. Voilà. Et là, on était dans pas être des profs d'archi et en même temps transmettre du savoir lourd, je veux dire des choses que personne n'avait observées, avec des chiffres, etc. Alors, voilà mes 2 associés, Mathias et Alessandra, qui sont architectes et paysagistes. Là, on est à Copenhague.
Là, c'est Bruxelles. Alors, on met autour de la table. C'était une des conditions pour faire émerger une question nouvelle, c'est de faire venir les poids lourds du sujet. Donc, il y a à droite l'urbaniste théoricien le plus important de Bruxelles, qui est un Flamand. Juste à côté de lui, le directeur de l'école d'architecture, qui est un Wallon. Au centre, le directeur du programme Nuit de la société de transport. Le programme Nuit, c'était une ligne de bus qu'ils ont fermé en plus, juste après. À gauche, l'urbaniste de la région Bruxelles-Capitale, Bruno Périlleux. Et encore à gauche, le critique de cinéma qui avait écrit un livre sur voilà, toutes les scènes de nuit américaines, enfin toutes les techniques pour représenter la nuit au cinéma. Bon. Et là, on est où? On est dans une gare qui s'appelle La Chapelle. Vous savez qu'à Bruxelles, le train traverse la ville. Donc la gare du Midi, la gare du Nord, ça, tout le monde sait ça. Et au milieu, il y a La Chapelle, qui est un stop pendant la journée et qui, à partir de 18 h, n'est plus desservi. Et il tire des panneaux et subitement, les couloirs du métro deviennent les murs d'une galerie. Les réserves deviennent un resto. Les chiottes deviennent les chiottes du bar. Et subitement, vous avez un centre culturel hallucinant. Donc on est dedans, là. Là, on est dans une station de métro. Imaginez-vous au hall, là, puis à un moment, on ferme. Puis on pose des tables et puis vous avez le maire de Paris, un urbaniste qui dit le contraire de sa politique, qui s'assied côte à côte et puis qui commence à discuter. Alors c'est un peu ce qu'on avait fait d'ailleurs pendant les états généraux de la nuit, certains s'en souviennent peut-être. On avait commencé à 23 h un débat qu'on avait organisé avec Chloé, que je salue, qui avait fini à 3 h du matin. On s'était fait virer par les services de sécurité qui disaient on n'avait pas payé pour travailler à cette heure-là. Mais enfin, en même temps, Anne Hidalgo, tout ça, le premier adjoint, on ne peut pas la virer vraiment très facilement. Et elle était passionnée. Vous savez que c'est un sujet qui lui tient à cœur, cette question du rapport entre la ville et le temps, et est-ce que c'est une matière de projet. Donc moi, je finis ces présentations comme ça. Ça, c'est des jardins temporaires qu'on a créés la nuit à Rome. Là, on est à Toronto, dans la cartographie à échelle 1, où on marque la limite entre la ville et la nature, qui en fait, la ville va jusqu'au lac. Il n'y a pas de nature avant d'arriver au lac. Toujours à Toronto, des tribus d'animaux dans des usines abandonnées, dans lesquelles tous les artistes qui avaient travaillé avec nous exposaient leur réflexion sur la notion de trace, un bureau d'urbanisme nocturne dans des petits centres commerciaux en banlieue à Helsinki, une mosquée mise en lumière la nuit, une mosquée clandestine à l'arrière d'un centre commercial. Voilà. Donc tout ce boulot, c'est de la recherche dans le sens où, certes, ça peut se raconter comme des films. Donc pour chacune de ces villes, j'ai des PowerPoint où je peux vous raconter, on a commencé ça, on a fait là, c'est hyper marrant. Mais le but, c'est de faire des rapports. Et ces rapports, ils nous permettent alors d'un côté de visualiser ce que c'était, et puis de l'autre, là c'est la synthèse de la synthèse qu'on envoie à tout le monde pour les remercier, mais les vrais rapports, ils font 500 pages. Et où vraiment, on capitalise sur toutes ces expériences et on les module, on se demande ce que ça veut dire. Alors tout ce travail-là, il nous a été demandé à un moment de le réemmener à Paris. Là, c'est intéressant, on a travaillé à la fois avec Deco, Nokia, et puis la société de bus, qui nous a donné 6 bus pour créer une ligne temporaire pour desservir des quartiers qui ne sont jamais desservis la nuit. Et les épicentres étaient des boutiques vides dans des petits centres commerciaux qui sont en train de mourir parce qu'on a implanté des énormes. Et ces petits centres commerciaux étaient un peu des places du village dans l'esprit des urbanistes des années 60. Eh bien, on nous a passé les clés. Si vous arrivez avec une proposition qui fait sens, et la nuit, souvent, vous décalez tellement immédiatement votre interlocuteur que ce qui ferait qu'il vous dirait toujours non le jour, il ne va pas vous filer des clés gratuitement, c'est un truc qui vaut de l'argent, et il y a un loyer, mais la nuit, une fois, ouais, elle est d'accord. Vous passez le balai après, ben oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'était intéressant de le faire avec des grands acteurs métropolitains lourds. Deco, ils nous ont filé tout l'affichage sur un des deux côtés des bus, sur tout l'est de la ville. C'est leur concession principale. Et en fait, le catalogue de l'exposition, c'était les abribus. Donc les abribus, je ne sais pas si on va avoir un zoom, est-ce qu'on le devine ah, ça c'est nul quand on raconte un truc et puis que... Enfin, vous imaginez, vous êtes là, mais au lieu d'avoir Karl Lagerfeld qui vous dit qu'il a fait sa meilleure playlist, vous avez un mec qui vous dit la nuit c'est important parce que tac-tac, à tel endroit, ouvrir de nouvelles frontières, flouter le rapport entre la nature et la ville, enfin... Une succession de prises de position sur le quotidien des gens, mis dans leur quotidien.
Voilà, l'exposition, j'ai l'impression qu'un certain nombre de vous l'ont déjà vue, non? Donc je ne vais peut-être pas re-rentrer dans les détails. Ce qui était très important pour moi, c'était de pouvoir organiser beaucoup de visites. Certains d'entre vous y ont participé, certains même m'ont aidé à organiser des groupes de visites. Donc j'ai fait 60 visites en 3 mois et demi. J'étais un peu fatigué à la fin, mais c'était tellement important de pouvoir partager la manière dont on avait travaillé. Et puis finalement, il y avait une telle densité de documents dans l'exposition que s'il n'y avait pas de temps en temps quelqu'un pour la faire parler, je pense qu'elle était peut-être plus pittoresque que le sujet ne l'était. Le sujet, il était très politique, très structurant, très économique aussi. Voilà. Alors, j'ai peut-être parlé assez longtemps, je vais juste faire 2 niveaux de conclusion en essayant d'aller... Oui, donc ça, je passe, tout ça, c'est le travail d'exploration. Je passe et je passe pas. C'est 300 personnes qui ont participé à ce processus pendant 6 ans. Beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes chercheurs, mais aussi des professionnels chevronnés et des photographes de 70 ans qui venaient, qui disaient « mais ça me passionne, je viens. Mais tu sais, on n'a pas de sous. Les expositions Pavillon l'Arsenal, c'est pas très bien payé. Non, c'est pas grave, je viens. » Et puis, à un moment, c'est vrai que il y a cette photo que je prends moi, qui est floue, etc., mais qui est mieux que la sienne au même endroit. Et par contre, il a vu un truc à côté que je n'avais pas vu. Enfin, etc. Et donc, il y a cette accumulation de données. On a un compte Flickr sur lequel on met tout. Et ensuite, on a un blog sur lequel on fait des échantillonnages des meilleures photos. Et là, on les légende, on les localise, etc. Donc, ça a été un travail de création d'archives. Et moi, je veux vous raconter ça parce que... là, je fais une toute petite pause sur l'histoire de notre agence. Donc, ce qu'elle a de particulier, donc l'agence s'appelle AWP. Depuis le début, nous sommes à la fois un espace de réflexion et de création, même un peu intempestive, et un lieu où on fait du projet dessiné, exécuté, livré, qui tient, qui ne se casse pas. Il n'y a pas de mort. On a eu la chance d'avoir des prix très importants. Cette année encore, on est nominé au prix Miss Van der Rohe. Donc, on essaie de faire ce truc qui n'est vraiment pas dans la réalité opérationnelle des agences. Les agences ont besoin de séparer les moments. Vous avez souvent le grand patron qui, lui, est prof, publie ses livres, etc. Mais je ne dirais pas que tous les jours à l'agence, tout le monde est dans un travail de recherche, puisqu'il faut faire des projets opérationnels. Mais il y a une circulation. Chacun, finalement, va participer à des moments ou à d'autres, à des moments très, très différents de ces métiers que nous, on a eu besoin de mettre en tension. Donc c'est une forme de start-up, en fait. C'est-à-dire que le modèle économique, il n'existe pas pour ça. Vous vous doutez bien que pour faire une recherche, si on trouve 40 000 €, on est le roi du monde. Pour faire n'importe quelle crotte à dessiner dans la rue, c'est 400 000. Et c'est très vite 4 millions, et ça peut être 40. Et si on est gens nouvelles, c'est 400. Voilà. Voilà, la recherche à 400 millions, elle n'existe pas. Hein. C'est pas la peine de gratter. Là. Bon. Donc, on est en permanence en train d'inventer le format de notre travail et les formats qui nous permettent de le valoriser pour qu'il survive. Bon. Et ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on a trouvé de l'argent, curieusement. C'est avec l'opérationnel. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau de crédibilité sur ces sujets-là qui ont fait qu'on est devenu urbaniste de la défense. Pourquoi? Parce qu'on avait des concurrents plus connus, avec un peu plus de références que nous. Mais ils n'avaient jamais travaillé sur la nuit. Mais ils n'avaient jamais travaillé sur cette interaction entre culture et espace public. Mais ils n'avaient jamais travaillé sur les problématiques de habiter le chantier. Mais ils n'avaient jamais travaillé sur urbanisme temporaire, collaboratif, et fait des bâtiments, et avoir une expertise technique, et savoir ce que c'est qu'une dalle, etc. Donc, cette espèce de dilettantisme extrémiste qui nous caractérise, en fait, c'est une méthode. Et c'est ça, je ne le fais pas pour nous faire notre pub, je veux le partager avec vous parce que je crois que c'est une manière de monter son business, en fait, qui est autant de dire où sont mes faiblesses. Et donc, nos faiblesses, c'était de ne pas être certain de l'échelle où il fallait travailler, de ne pas avoir l'espèce de religion de l'objet ou de dire « moi, je suis que l'urbain », d'hésiter, de douter, quoi. Où est-ce que c'est le bon endroit pour agir? Et finalement, ça, c'est devenu la capacité d'articuler ces différents endroits. Et pour y arriver, il faut faire autre chose que du projet sous la pression du client. Il faut aussi aller regarder, il faut aussi se perdre. Et alors, pour le faire, on a créé l'atelier de la métropole fantôme, qui n'est pas une société, qui n'est même pas
une association, c'est une appellation. On invitait des gens, ils venaient pas. Finalement, il y a un groupe stable qui s'est formé, avec pas mal d'anciens étudiants qui avaient travaillé avec moi. Certains, par ailleurs, travaillaient à l'agence, avaient ou ont travaillé, mais c'était une partie seulement du groupe. Les autres, parfois, je ne connaissais même pas leur prénom. Ils venaient toujours avec quelqu'un différent. Ils ne respectaient pas la trajectoire, ils se barraient, ils arrivaient en bouffant. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces cons qui polluent le truc? Puis le lendemain, c'était eux qui envoyaient la photo extraordinaire, parce qu'ils n'étaient pas allés là où il fallait, avec le commentaire. Donc là, on est au bord de toutes les formes d'efficacité. C'est-à-dire qu'il faut aussi, sur un sujet qui est en friche, laisser venir les dingues, pour se demander si ce n'est pas eux qui ont raison. Et se demander, par exemple, je pense qu'au début, on était trop organisés. Ça, c'est mon côté universitaire, la philo, tout ça. Je faisais des protocoles et des protocoles et des protocoles, et on fera ça. Et au bout d'un moment, si on est sur un sujet qui nous donne de la liberté, on peut difficilement inviter des gens à expérimenter une liberté en leur disant « alors tu feras ça, t'es volontaire, hein, bon. Et puis ça, et tu vas voir à la fin, ça je peux le faire avec mes étudiants. » Mais je me suis rendu compte que c'était... Voilà. Donc on apprend aussi à changer ces techniques, puis on trouve des endroits comme ça. Ça, c'est une centrale électrique à Orlyville qui est bâchée avec des imprimés néo-babyloniens. Je ne sais pas qui a eu cette idée-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un échafaudage autour d'un truc qui est en restauration depuis plus de 20 ans. En fait, je pense qu'ils ont arrêté de vouloir sauver l'architecture qui est dessous. Et ils ont imprimé cette espèce de tour, c'est l'entrée de Babylone, quoi. Il y a ça quand on va dans le musée à Berlin, où on voit les reproductions. Voilà. Et moi, honnêtement, demain la boîte fait faillite, j'achète un bus et j'emmène les touristes là. Je pense réellement que... Comment est-ce qu'on appelle ceux qui reviennent? Ah, les repeaters. Voilà, parce que moi, je bosserai plutôt pour les repeaters. Je sens que le premier coup, ça ne va pas marcher. De les emmener à Étampes ou à... Bon, même les super repeaters, non? Ceux qui ont une maîtresse à Paris, par exemple, non? Bon, mais ça fait du monde, hein. Les gens qui viennent pour tous les salons, par exemple, ils viennent 2 fois par an. C'est bon, ils sont allés au fumoir, ils sont allés... Café de la Paix, ok, à midi, c'est le même chef que le super resto, qui fait aussi la brasserie, tu y vas 1 fois, 2 fois, c'est quand même un peu moins bien que... Bon. Voilà. Alors, ce qu'on a appris, je commande pas les images, sinon on se couche demain. Et vous avez compris que moi, ça ne me dérange pas. Ce qu'on a appris, finalement, c'est que Paris, entendu comme le territoire qui se réfère à Paris, hein, donc comme un grand territoire de 100 km de profondeur, est un gigantesque parc d'attractions sans gestionnaire, sans ticket d'entrée, sans scénariste et sans personnage principal. Mais il y a cette dimension, à partir du moment où on rentre dans une circulation entre ces polarités, qui est réellement enivrante. Vous allez à Conflans-Sainte-Honorine à 2 h du matin dans un bar qui est tenu par des mariniers, mais ils n'ont pas le droit de passer leur musique. C'est des gamins de 16 ans qui arrivent avec leur iPod et qui leur passent les playlists de post-punk du 82-83 avec la déco comme ça, vous voyez, des dents de brochets suspendues et des types, ils ont leur casquette bleue, enfin, des mélanges. Ce bar-là, à Paris, il n'existe pas. Il est inouï. Vous allez pas très loin dans une île qui est sur la Seine. Là, il y a un bar qui est une planche clouée. Il faut savoir que le bar est dedans. Et vous rentrez, c'est tout bleu d'un côté et tout rouge de l'autre. Le tout rouge, ça descend apparemment aux toilettes et en fait, c'est un espace où on peut fumer. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris d'imaginer un endroit où on a le droit de fumer en sous-sol. Parce que là, on a surtout le droit de se faire un cancer accéléré. Ben, évidemment, c'est blindé, tout le monde est là. Et c'est toujours les mêmes. C'est un endroit qui est public, si on sait où c'est, mais qui a tout du club privé, au sens où les gens s'appellent par leur prénom, et ils se voient 2-3 fois par semaine là. En fait, ce bar, c'est la pièce en plus. Mais ce n'est pas la pièce en plus des gens qui habitent là. Ils viennent dans un rayon de 25 km. C'est-à-dire que si on regarde vraiment la métropole, on voit des usages qui remettent sérieusement en compte toutes les manières, nous, qu'on a d'adresser le public, la rentabilité, l'attractivité. Ça ne marche plus du tout pareil. Ces gens-là ne viennent jamais à Paris. Ils s'éclatent. Vous y allez, vous avez envie de revenir la semaine d'après. Mais quand vous en connaissez 50 des endroits comme ça, ou 100 ou 200 comme moi, vous ne voulez pas y retourner, vous voulez les faire tous. Et finalement, Paris ne serait plus qu'une variable d'ajustement dans votre programme.
Ah, ce soir il pleut quand même, c'est chiant, on va pas aller là, ça sera pas chouette. On reste à Paris. Mais ça, vous vivez comme ça à Los Angeles, vous vivez comme ça à Chicago, vous vivez comme ça à Tokyo. À Tokyo, il y a 6 grands quartiers nocturnes. Et ils sont, pour les plus éloignés, à 1h30 les uns des autres. Donc c'est évident que vous n'allez pas de l'un à l'autre dans la même nuit. Mais vous en faites 1 ou 2 ou 3. Vous triangulez. Voilà. Voilà, ça c'est un endroit étonnant, c'est juste devant la centrale de Melun, donc la prison. Et c'est un endroit où j'ai vu beaucoup de gens s'embrasser en fait. C'est très beau, enfin, c'est très mignon. Bah, mais comme je suis pas douaneau, j'ai pas la photo avec les gens qui s'embrassent. Bon, enfin, je sais pas, il y est le parc d'attractions. Pourquoi cette lumière à cet endroit-là comme ça? Bon, en plus, c'est intéressant, il y a des loutres à cet endroit-là. Bon, Shinagora, c'est le projet à réinventer éternellement. Il y a des intérêts compliqués peut-être, qui expliquent son patinage pas très artistique, mais c'est un peu un problème quand même. C'est un des hauts lieux de la métropole, hein. C'est une confluence. C'est un des, enfin, au mètre carré touristique, je pense que c'est un des 5 ou 6 lieux métropolitains les plus importants. Donc c'est un peu dommage qu'il soit dans l'état où il est. Par ailleurs, il a d'ores et déjà un potentiel d'espace public accessible. Vous amenez votre food truck dessous, vous cartonnez. Donc voilà, c'est ce repérage-là, moi je suis prêt à le partager avec qui veut, mais il faut le faire en fait. Parce qu'il faut tomber amoureux de ces situations. Voilà. Donc là, tout le côté méthodique, on va passer dessus, je l'ai déjà décrit. Le travail de carte, je me dis que c'est bon, quoi, on a compris. Je voudrais juste me promener 2 secondes dans ce que j'ai dit au début. Donc, il y a un enseignement, c'est s'intéresser à la grande dimension. L'argument vis-à-vis de la mairie de Paris ou des acteurs qui sont aujourd'hui centrés sur Paris, c'est de dire il n'y aura pas une décélération des conflits avec les riverains, parce qu'en fait, Paris est saturé. Et que, comme la nuit a tendance à générer des dispositifs grégaires, on va tous au même endroit, ces dispositifs, ils s'usent très vite. Je ne sais pas qui va rue de Lappe, c'est complètement insensé, mais hein, c'est fou, hein. Bon. Mais c'est là. C'est-à-dire que c'est presque répulsif. Ça, c'est pas pour les répiteurs. Hein. Ça, on ne répite pas 2 fois, ce truc-là. Bon. Ouais, mais il n'y a qu'une façon que ça redevienne bien, c'est que ça entre en décadence complète. Jusqu'ici, on sait faire que ça. L'autre possibilité, c'est qu'il y ait des polarités tellement compétitives qui apparaissent ailleurs, que le truc se vide, quoi, se fasse faillite d'un coup. Et vous verrez, les mêmes patrons sont tout à fait capables de réimaginer un autre projet pour ces mêmes lieux, mais aujourd'hui, ils sont un peu paresseux parce que ça marche. Et moi, je suis assez frustré quand je vois d'autres villes, en tout cas Londres aujourd'hui, et la ville en Europe qui m'en inspire le plus, de voir les initiatives individuelles, le one-man business qui change tout. 3 dans la même rue, ça y est. Et aux États-Unis, c'est extrêmement frappant. Vous allez au fin fond de la banlieue à Atlanta, c'est un croisement dans un quartier black super pauvre. Les mecs, ils sont installés, ils ont racheté un truc, ils bossent avec des gens du quartier, donc il n'y a pas de conflit. Ça devient ultra branché, alors que c'est un coin de rue, et c'est un peu difficile de comprendre pourquoi celui-là plus qu'un autre. Voilà. Donc, hop, je vais aller très vite. Je ne devrais pas aller très vite d'ailleurs sur les stats, parce qu'on a créé entièrement cette archive de statistiques qui n'existait pas. Tous les petits points qui sont là, ils sont renseignés. Vous vous doutez qu'il n'y a aucun organisme public ou privé qui fait ce travail-là. Donc après, on nous disait, ah, c'est dommage, là, AWP, vous mettez du temps à faire cette exposition, vous êtes en retard. Bah, ouais. Et fier de l'être, pour une fois. Non, c'était très stressant de s'entendre dire, vous n'êtes pas à l'heure, alors que nous, on savait qu'on contribuait quand même sur un sujet. Il ne va pas y en avoir une autre d'expo sur la nuit demain, donc il fallait qu'on aille suffisamment au bout quand même. Voilà. Alors, ce que je veux vous montrer, je vais m'arrêter. Voilà. C'est qu'en fait, un certain nombre de nos amis nous ont reproché d'avoir passé trop de temps sur l'historique dans l'exposition, en nous disant, mais vous, votre truc, c'est sur la prospective. Et d'une part, moi, j'ai appris plus sur Paris par l'historique, parce que cette histoire-là, elle n'avait jamais été faite, que sur la métropole que je connaissais déjà assez bien, en fait, la nuit. Donc j'ai eu la confirmation de ce que j'espérais, mais sur l'historique, c'est ce que je vous disais au début,
On est passé d'une nuit qui était expressive au bénéfice seul des aristocrates à des usages urbains qui étaient des usages bourgeois et populaires qui n'existaient que l'après-midi, à une fusion, c'est-à-dire que progressivement, à la fin du XVIIIe siècle et tout le XIXe siècle, le populaire a eu le droit de goûter aux usages aristocratiques, et au lieu de le faire l'après-midi, il l'a fait le soir. Donc ça a été la double victoire. Lui aussi, il a eu le droit d'avoir une nuit, et lui aussi, il a eu le droit d'avoir des chevaux. Alors certes, ils étaient mécanisés, et c'était des steeplechase automatiques. Et lui aussi, il avait le droit de monter dans des ballons dirigeables. Certes, ils étaient tenus par une corde, et il faisait juste tu montes, tu descends, mais etc. C'est-à-dire que ça a été un siècle de démocratisation d'émotions physiques. En fait, la libération du corps, qui a été beaucoup théorisée dans les années 60-70, c'est un truc qui revient. C'est arrivé déjà plein de fois. Et c'est arrivé notamment dans les années 1830-1840, quand vous avez l'apparition de tous ces bals publics, ou qui sont payants bien sûr, c'est toujours la blague, mais enfin qui étaient rien du tout, qui étaient des sortes de Biergarten, au sens où il y a des tables partout, les gens picolent, puis il y a des kiosques à musique, puis les gens dansent autour, et puis pour l'hiver, il y a une salle plus couverte dans laquelle on continue à faire la fête pendant les mois pluvieux et froids. Bon. Ces lieux-là étaient ouverts tous les jours de la semaine et toutes les nuits. C'était une rupture totale de l'idée même qu'on se faisait de la ville. La ville, c'est la chose qui ferme le soir. C'est la chose qui se couche avec le soleil, comme la campagne. Ce qu'elle avait en commun avec la campagne, c'était le couvre-feu. Et subitement, la ville non seulement ne s'arrête plus, mais au contraire recommence, renaît. Donc ce qui s'est passé dans ces lieux, j'ai une image, donc ça c'est la nuit aristocratique. Ah oui, mince, ça c'est aussi la nuit aristocratique. Ça c'est incroyable, c'est la célébration un an après la Révolution, 2 ans après, pardon, 90. Dans les ruines de la Bastille, on organise une fiction. C'est la fête des fédérés, donc on raconte la rencontre entre la nation, et ça ne s'appelle pas encore la République, et quelque chose qui va s'appeler la République, et le peuple. Nation et peuple, c'est pas la même chose. La nation, c'est ce qui reste du roi, et le peuple, c'est ceux qui l'ont foutu par terre, quoi. Et on crée ce lieu qui est encore une référence stylistique à la fête aristocratique, mais qui est en plein Paris et qui est dans les ruines de la Bastille. Voilà. Alors, ce que je veux... Voilà, c'est ça que je veux vous montrer. Ben, c'est une chose toute bête, la danse. Pour ceux d'entre vous qui sont mélomanes, vous connaissez la différence entre très bien les musiques sacrées et les musiques profanes. Mais ce qui va se passer au XIXe siècle, c'est le triomphe des musiques de danse, évidemment avec les Strauss, je ne sais plus combien ils sont, père, fils, petit-fils, ça c'est de la start-up. Hein. Les Strauss, là, ils ont été au bout du rêve. Hein. Bon. Mais ce qui est intéressant dans ce triomphe de la danse, c'est que c'est un triomphe qui dit plusieurs choses qui sont complètement nouvelles et que l'on concerne nous maintenant. D'abord, c'est le corps. Jusque-là, le corps était extrêmement réglé. Le corps, il y avait le corps pieux, il y avait le corps pour se reproduire, il y avait le corps force de travail, et il y avait le corps représentation. Et subitement, il y a le plaisir de bouger. Et évidemment, les gens dansaient avant, on a toujours dansé. Mais on dansait pour des occasions carillonnées. Il y avait des danses pour les foins, il y avait des danses pour... etc. Et on ne dansait pas les mêmes. C'était très saisonnalisé. Et finalement, il y avait presque le calendrier religieux qui était historiquement calé sur le calendrier païen pour faire disparaître les traces du monde païen, avait une résurgence païenne dans toutes les danses associées aux fêtes qui suivaient les grandes occasions religieuses. Et on va complètement oublier cette idée-là, et on va pouvoir tous les soirs de la semaine danser. Ce qui fait que tous les soirs danser le même truc. Bon. Et donc on va avoir une identification à des types de musique et des pas, et l'apparition de la mode. Jusque-là, la mode, qui était un phénomène réservé aux aristocrates, c'était les vêtements. Et bien sûr, il y a toujours eu une mode intellectuelle, artistique, etc. Mais on est sur des décennies. Là, il y a une accélération. Chaque saison a ses vêtements, ses danses, sa musique. Et en fait, le devenir média de ce qu'on a appelé l'entertainment après, il est là-dedans. Il est dans le plaisir du renouvellement. L'appétit presque de dévorer
le loisir. C'est un loisir qui s'efface lui-même. J'ai déjà porté cette robe, elle m'emmerde. Il m'en faut une nouvelle. Et moi, je pense que la société de consommation, contrairement à ce que tout le monde croit, elle n'est pas des stratégies des industriels, elle naît la nuit. Elle naît du loisir. Elle naît de l'ennui propre au loisir. C'est-à-dire que quand vous pouvez vous amuser tout le temps, vous pouvez aussi vous emmerder tout le temps. Donc il fallait répondre à ça. Et donc il y a une frénésie d'en être, de ne pas en être. Et donc Paris est couvert de ces bals publics, pour tous les publics, des riches, des pauvres. On va dans les guinguettes si on n'a pas de fric, parce qu'en dehors de Paris, il n'y a pas de taxe sur le vin. 1789, ça commence 2 jours avant, avec des émeutes autour de Paris, parce qu'on apprend que le roi va supprimer, enfin va rétablir les taxes sur le vin en dehors des murs de Paris. Donc c'est d'abord une émeute d'alcooliques, la Révolution française. Bon. C'est des paramètres très importants. C'est le plaisir, c'est enfreindre la règle, mais en fait l'enfreindre de manière un peu rituelle, quoi. Tous les vendredis ou tous les samedis. Les ouvriers refusaient de faire la fête le samedi soir, et ils refusaient le dimanche comme un jour de fête, parce que c'était le jour de l'église. Donc ils se mettaient au chômage, entre guillemets, ça veut dire qu'ils arrêtaient de travailler le dimanche soir, et que c'est la fête le dimanche soir, le lundi, le saint lundi, ils appelaient ça. C'était ça la provocation. Et éventuellement, ils arrivaient à se remettre au boulot le mardi, et ils avaient très très mal à la tête. Voilà. Donc, ce rapport à la conquête du temps, ce rapport à la conquête des signes du loisir, ils sont fondamentaux. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre les réponses des architectes. Toutes les architectures éclectiques, tous les jeux avec le néon, toute cette fusion permanente entre les stratégies de représentation les plus expérimentales au plan formel, l'esthétique du diorama, tout ce qui va mener à la photo, qui mènera plus tard au cinéma, tout ça, ça travaille la ville la nuit en permanence. En fait, la ville est elle-même un sorte de petit théâtre d'images. Les gens se promènent la nuit pour aller voir Paris. Haussmann l'avait tellement bien compris qu'il s'est mis à illuminer ses chantiers, qui travaillaient 24-24, avec de l'électricité à arc, dès les années 1850. On n'aura pas d'électricité dans les rues de Paris avant 1900. L'électricité à arc est trop puissante, en fait, pour être utilisée dans l'espace public. Et il se met même à imaginer qu'il va utiliser des éléphants dans les chantiers, parce qu'il voit cette espèce de fusion du cirque et de la ville qui est en train de se fabriquer. Il sent que la curiosité des citadins pour la transformation est devenue fondamentale. Et donc, moi, je veux conclure là-dessus, et je veux dire que je ne suis pas venu amener des propositions pour inventer ou réinventer le tourisme. Le tourisme, il est déjà là. Tous ces objets de culture propre, toute cette profondeur, elle existe aussi pour le tourisme. Moi, ce que j'ai appris de la nuit et qui m'intéresse, et que je vois qu'il est difficile de mettre tout de suite dans des sphères opérationnelles, c'est tout simplement une exigence de créativité, mais de créativité qui va être consommée. C'est-à-dire que si ça a été un espace d'affirmation de la liberté et de soi, ça a toujours été un espace de commerce. Voilà. Donc on ne peut pas arriver avec un regard comment dire, de gauchiste anticapitaliste sur la politique de la nuit. Parce que ça a toujours été pour Paris un moteur de revenus énorme. Et loin de moi l'idée de combattre cette culture donc d'une approche pour la défense des droits, des genres, des âges aussi. Hein, les enfants étaient très très maltraités. Hein, dès 7 ans, on vous mettez à l'usine, le jour ou la nuit, enfin, etc. Donc la nuit, si dans l'ADN des syndicats, c'est le pire, c'est que ça a été le pire. Il n'y a aucun doute. Mais je pense qu'il y a une sorte d'ambiguïté fondamentale dans la nuit qui fait qu'elle n'a jamais été institutionnalisée. Le Corbusier détestait la nuit. Et lui, il voulait que ce soit blanc, net, sans ombre, sans fausse pudeur, mais sans décoration. Et tout le modernisme a lutté de toutes ses forces contre ces esthétiques qui venaient de la nuit, qui étaient des esthétiques hybrides, qui prenaient un coup dans l'art nouveau, un coup dans le cinéma, un coup dans le spectaculaire. C'est-à-dire que c'est impur la nuit. Mais impur d'une manière qui nous intéresse, c'est-à-dire que ce n'est pas contrôlé. Et beaucoup des architectes ou des concepteurs importants, les designers, etc., qui ont marqué les écritures de la nuit, dont j'ai parlé dans l'exposition, sont des gens qui n'ont cessé de se renouveler et dont on voit mal la constance d'écriture. En réalité, ils n'ont pas arrêté d'être de leur temps.
La constance, elle est ailleurs. Elle est dans le rapport au sol, au ciel, au public. Là où on voit une manière d'accueillir les gens qui fait une œuvre. Mais dans les écritures formelles, ça, c'est du détail. C'est intéressant. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle André Granet qui a fait tous les salons de l'auto de 1908 à 1964. Tous. Et tous étaient un manifeste pour la ville nocturne. Ce n'était que des stratégies de lumière, que des faux ciels, des faux sols, des illusions de perspective. C'est-à-dire qu'il a été à sa façon presque un urbaniste utopiste de la nuit, dont il faisait des maquettes dans lesquelles, par ailleurs, on posait des bagnoles, quoi, ou des avions, parce que c'est lui qui a fondé le salon de l'aéronautique. Donc, moi, voilà, donc il y a un peu des anti-héros de la nuit, le type qui a eu l'idée de mettre de la pub sur la Tour Eiffel. Ça a fait scandale 3 jours. Et puis après, tout le monde s'est rallié. Breton a dit que c'était le geste surréaliste ultime. Le Corbusier a reconnu que, ouais, là, c'était... Il ne croyait pas à la réinvention, le Corbusier. Il croyait à la rupture. Donc ça ne l'arrangeait pas tellement comme exemple. Et c'était une réinvention. Et moi j'ai l'impression qu'on est dans un moment où il y a peut-être un climat qui est trop rétroactif. On voit bien ce qui était mieux ou ce qui était différent avant. Et on a un peu du mal à comprendre le moment où on est. Mais moi j'ai l'impression que la nuit, elle nous engage toujours à regarder devant. Ce qui s'est passé avant ne lui sert jamais de référence. En fait, la nuit n'a pas de mémoire. Ah, c'est vachement intéressant. C'est très libérateur. Et oui, elle n'a pas de mémoire parce qu'il y a eu quelques éléments tragiques. On se souvient de ce qui s'est passé pour des travailleurs algériens en 62 qui ont été jetés à la Seine. Il y a parfois la nuit de la Saint-Barthélemy, etc. Mais je vais avoir du mal à vous en citer plus que 10. Alors, finalement, est-ce que c'est tellement significatif par rapport à toutes les journées sanglantes que la ville a connues? J'ai l'impression que ça, c'est un faux raisonnement. De la même manière que vous savez que les chiffres de l'insécurité la nuit sont extrêmement bas. C'est-à-dire qu'il y a une psychologie héritée, il y a une culture des défauts de la nuit qui sont très très largement infondés, qui sert aussi à ne pas traiter les vrais problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui à Paris, il y a beaucoup de gens qui dorment dehors. Et, voilà. Enfin, je sais pas, il y a 5-6 ans, il y avait des tentes partout, il y avait des gens qui militaient pour ça. Cette énergie, elle s'est perdue. C'est incroyable qu'il n'y ait pas eu de réponse à ça. Donc, qu'est-ce qui est vraiment un problème dans la nuit? Qu'est-ce qui est vraiment une opportunité? Et qu'est-ce qui est de la caricature, du faux semblant, du tiens, allez, encore un néon de plus? C'est très difficile. C'est pour ça que, par exemple, je suis un petit peu mal à l'aise avec une partie de la nuit dite alternative qui est très sur des références, la guinguette, le néon, l'accordéon. Moi, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, en 2015, ça soit très important de célébrer ce vieux Paris. C'est important de savoir ce qu'il était quand il n'était pas vieux, quand il était une invention permanente. Je finis avec un dernier exemple, puis après peut-être on peut discuter. Il y a un type qui s'appelait Eugène Robida, un fou furieux. Il ne savait pas s'il était dessinateur, écrivain de science-fiction ou urbaniste. Il hésitait en gros. Donc il mélangeait un peu tout dans ses dessins. Il a fait beaucoup de scènes de nuit. Et puis dans l'exposition de 1900, il s'est auto-institué concepteur du vieux Paris. Et puis, il a trouvé des gens qui avaient du fric et il a pu le faire. Donc, il a fait sur pilotis une reproduction en bois d'un Paris moyenâgeux. Ouais, c'était 25 ans après la destruction de ce Paris. Et déjà, plus personne ne s'en souvenait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune exactitude historique dans ce qu'il a fait. C'est un pastiche à la... C'est du Disney, en fait, ni plus ni moins. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'était un dispositif de nuit, avec des cafés, des théâtres, des restaurants, des espaces publics super bien éclairés. La ville médiévale, elle n'a jamais été ça. Et donc, en fait, c'est une invention. Et Robida, qui était un auteur de science-fiction, d'une certaine manière, il a couillonné tout le monde. Il a dit, vous allez voir, je vais vous recréer le vieux Paris. Mais en fait, il a dit quel Paris il voulait. Et qui était certes un Paris avec une sorte de profondeur, mais une profondeur dans laquelle il logeait tous les programmes les plus étonnants et les plus importants pour lui, qui étaient des problèmes de sociabilité qui n'existaient pas au Moyen-Âge. On se couchait à 6 heures du soir. Donc, quand je vous dis on n'invente pas la nuit, en tout cas, on invente d'une manière un peu... on tâtonne, quoi. On prend un truc qu'on connaît déjà, puis
puis on essaye un truc qu'on n'a jamais fait, puis parce que c'est la nuit, ça répond un peu différemment. Voilà. Mais il faut quand même faire l'effort de rajouter un ingrédient. Voilà. C'est là où, bon, les food trucks c'est très bien, mais est-ce que c'est pas déjà par principe un endroit où on mange autre chose? Et vous voyez que leur succès est tel que finalement ils finissent tous par ouvrir des vrais restaurants. Et là, il y a un truc qui est dommage, quoi, un truc qui est loupé, et qui est les nouvelles formes d'institutionnalisation faites par le commerce. Et le commerce, lui aussi, ne cherche qu'à se pérenniser, qu'à être respecté. Voilà. Donc la nuit, c'est aussi pour des gens qui n'ont pas envie d'être respectés, en fait. En tout cas, pour qui c'est pas si important que ça. Voilà. Merci beaucoup. Je suis sûr que j'ai parlé 2 fois trop longtemps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quand même le courage de poser une question, qui disent que parce que c'est pas tellement des questions, mais plutôt ce que ça vous évoque. Ouais. Merci beaucoup les gars, c'était très intéressant. Moi, soit j'ai pas suffisamment bien expliqué, soit je ne sais pas pourquoi vous dites que ça m'intéresse beaucoup. Il faut savoir pourquoi Paris a lancé la mode de la nuit en 1830. Ou en tout cas, la première ville qui a... Ouais. Là, en fait, il y a des raisons historiques très simples. C'est que la Révolution française a fait entrer la France dans une modernité des usages sociaux, 50 ans avant les autres. Vraiment, 50 ans. Et pendant ce temps-là, les autres, ils faisaient pareil, mais avec l'industrie. Donc nous, on a pris 50 ans de retard sur l'industrie. Et donc, le modèle économique parisien, c'est la pierre au XXe siècle. C'est-à-dire que Paris a fait une économie de sa construction. Bon. Et qu'on ne peut pas que habiter. Il faut aussi manger, faire la fête. Et que dans une ville qui était en renouvellement constant, on repoussait les murs plusieurs fois de suite, il y avait des friches gigantesques. Et c'est dans ces friches que sont venus se placer ces fameux bals publics. Donc on peut dire presque dans une ville qui est en mobilité, en mutation, une ville molle, les repères stables, c'est presque ces lieux-là, qui eux vont pas bouger pendant 50, 60, 80 ans, et qui vont finalement finir, par exemple à Port-Royal, il n'y a ni le Bullier, ni la closerie des Lilas qu'on a connue jusqu'à la fin du XIXe siècle. La closerie des Lilas, c'était tout le pâté de maison avec l'école alsacienne, etc. C'était un gigantesque parc. Et le Bullier, c'était là où il y a aujourd'hui le truc du Crous, et tout le pâté de maison qui était derrière, où il y a un centre sportif un peu en sous-sol, etc. C'est-à-dire qu'on peut lire le plan de Paris et en montrant des emprises gigantesques qui étaient consacrées à ces loisirs nocturnes. Bon. Mais ces loisirs, en tant que tels, ils n'ont pas forcément été inventés à Paris. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend des... Bon, l'idée de faire des bals publics, par exemple, c'est quelque chose qui existait à Vienne, qui vient plutôt de Vienne, il me semble. Les attractions mécanisées, c'est quelque chose qui vient aussi plutôt de Vienne. Les premiers, le Prater, c'est le premier grand espace forain d'Europe. Bon. Sauf que qu'est-ce qui se passe après 1820, enfin après la période napoléonienne? Les vieilles monarchies ont apparemment gagné la guerre contre Napoléon, mais pas contre ses idées, en tout cas contre le code. Et donc en fait, ces pays-là, ils vont passer tout le 19e siècle à empêcher les révolutions. Et ils vont s'épuiser dans des attitudes assez réactionnaires, pendant que Paris, quelque part, masque le fait que ces avancées politiques, parfois, elles ont fait rebrousse-chemin, par le fait que dans les usages sociaux, là, on explose. Alors, je peux donner un exemple qui est très fort pour comprendre l'ambiguïté de ça. C'est que pour l'Europe et le monde entier, on est des décadents, de toute façon, encore aujourd'hui. Même l'histoire de Charlie Hebdo, c'est... J'ai accueilli un prof d'archi anglais la semaine dernière, qui est un fou furieux. Quand il a eu vraiment le nouveau numéro de Charlie Hebdo dans les mains, il était ahuri. Mais on peut publier ça? Donc, il y a quand même une culture de la liberté qui s'est installée, qui est devenue la référence, qui est devenue l'objectif. Il fallait être à la hauteur de ça. C'est pas à l'usine qu'on était à la hauteur de ça, c'est pas dans l'armée, c'est pas à l'école. Donc où est-ce qu'on y était?
Et les gens travaillaient, en fait, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que quand on faisait la fête, c'est parce qu'on prenait un jour off. Donc, on le payait 2 fois. C'était un jour où on gagnait rien et un jour où on dépensait. Donc, ça avait aussi une importance considérable. On ne partait pas en vacances. En gros, pour moi, la nuit mythologique, elle s'arrête avec les congés payés et le modernisme, qui, pour 2 raisons différentes, ont donné du temps dans d'autres formats, et c'était très bien aussi, et par ailleurs, on jugeait que la vie devait être beaucoup plus rythmée, beaucoup plus structurée. Il faut bien voir ce que ça veut dire de faire la fête tout le temps, hein. On laisse les enfants chez soi, puis ils se débrouillent, et puis, etc. Et des villes aussi avec énormément de célibataires. Donc l'exemple que je voulais vous donner, c'est ces femmes, ces petites cousettes qui venaient de la campagne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça arrive avant la Révolution, mais tout le siècle, en gros, vous avez des paysans qui deviennent des maçons, qui montent à Paris pour devenir maçons ou ouvriers, et des femmes qui deviennent ouvrières ou couturières. Beaucoup de ces femmes ne veulent surtout pas se marier. Pourquoi? Parce que si elles se marient, c'est avec un homme de leur condition. C'est-à-dire un type qui n'a pas un rond, qui picole tout son fric le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, et qui en plus va leur coller des rousses pas possibles, tellement l'absinthe, etc. Bon. Et qui va leur faire 10 enfants, et le lendemain de l'accouchement, il faudra qu'elle retourne à l'usine. Ça, c'est le cauchemar. Donc il vaut mieux avoir un amant, voire plein d'amants, s'arrondir les fins de mois, être bien habillé et vivre la vie. Et en fait, les historiennes du féminisme racontent que ça a été un moment crucial de l'indépendance de la femme, de passer par ces prostitutions occasionnelles. Moi, j'aime bien cette histoire parce que ça nous met mal à l'aise vis-à-vis de la morale commune, d'une manière différente de celle qui est les sempiternels débats sur la prostitution aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on la défendrait. Je ne sais pas. Je ne sais pas le faire. En tout cas, mais par contre, comprendre que historiquement, à un moment donné, c'est ce flou entre ces femmes qui avaient un métier, que le lendemain matin, elles repartaient bosser. Donc elles étaient complètement intégrées dans la société et en même temps, pour vivre pleinement ce que la ville permettait, elles avaient des amants généreux. Donc tout le quartier de la nouvelle Athènes, qui est tout ce quartier qui s'est construit derrière Saint-Lazare, où toutes les rues, c'est des noms de capitales, rue de Naples, rue de Rome, etc., bon, étaient peuplées de ces maîtresses professionnelles qui avaient un petit boulot et qu'on a appelé les Lorettes, à cause de Notre-Dame de Lorette, qui était l'église de ce quartier-là. Voilà. Donc, je crois vraiment que le gentilhomme anglais qui arrive à Paris, la première fois, il vient avec madame, la deuxième fois, non. Non, c'est très difficile de la laisser à l'hôtel tous les soirs, quoi, de lui expliquer que... Bon. Et donc, ça ne fait aucun doute que Paris a été le bordel de l'Europe pendant tout le 19e siècle, et que la sexualité a été tellement réprimée. On sait que c'est le siècle de la répression. Alors, si le freudisme apparaît, il apparaît au moment où, finalement, ces pulsions sont les plus bridées. Et donc, elles deviennent les plus contraignantes, et en même temps, elles agissent le plus. Bon. Et donc, c'est intéressant. On a ces espèces d'ambivalence. À mon avis, Paris n'était pas une ville très freudienne, quoi. Ça s'exprimait plus, quoi. Et voilà, c'est dans tous les romans de Balzac, dans tous les romans de Zola, on a ces trajectoires de femmes extraordinaires, et en même temps, mais si, quand même, extraordinaires. Bon. Les femmes sont beaucoup, beaucoup plus intéressantes que les hommes, qui sont juste des ambitieux naïfs, et qui finissent toujours par se faire bouffer. Les femmes, elles font leur chemin. Et ça a été une découverte de la société absolument phénoménale. Elles n'existaient pas. Il faut quand même voir ça. Elles étaient là pour la décoration, ou si on avait de l'argent, ou pour servir. Les femmes se tenaient debout pendant que les hommes mangeaient. Puis subitement, un chiffre de la société, un chiffre de l'économie, et un certain nombre de femmes ont réussi à changer de place dans la société sans se marier. Donc, laissez tomber les années 60, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus gênant et étonnant, et c'est fracassant comme époque. Hein. Et alors avec des douleurs par ailleurs, d'enfants abandonnés, enfin ça a plein de côtés. Je ne suis pas en train de vous dire que la syphilis c'était génial, et que mais ce que je pense, c'est j'essaie juste de raconter des segments comme ça de la société pour qu'on prenne conscience que plus elle était structurée, plus elle était organisée par la bonne morale,
par la productivité, plus il y avait besoin d'organiser des espaces hein. Et il y a des gens qui devenaient des fêtards professionnels, les dandys. Les dandys, c'est à partir de 1820. Et les dandys, c'est intéressant parce qu'une partie d'entre eux sont des aristocrates, une partie sont des bourgeois, et une partie sont des faiseurs. Il y a des types qui arrivent et puis ils ont un talent littéraire, ils existent. Peut-être le dernier truc que je peux raconter, c'est que dès la fin des années 1820, il y a un mouvement artistique qui est transcénacle. C'est intéressant. C'est-à-dire que de tous les cercles littéraires et de peintres, etc., il y a des gens qui vont participer à un groupe parallèle qui n'est pas le jour, qui est la nuit. Et il s'appelle les noctambules. Donc ce terme qui aujourd'hui veut dire mec bourré du vendredi qui claque sa paye, c'est un terme qu'il faut mettre à côté de surréaliste, à côté de romantique, qui est extrêmement important et dont les grands personnages sont Chopin, Balzac, Victor Hugo. C'est-à-dire que les mêmes se sont retrouvés. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient ces noctambules? Donc d'abord ils essayaient de vivre la nuit en tant que possible et ils se promenaient. Et ils se promenaient en se souvenant de Restif de la Bretonne, qui, dans toutes les dernières années de l'Ancien Régime et pendant la Révolution, avait inventé du journalisme de terrain. Il était une espèce d'envoyé spécial de lui-même, puisqu'il publiait ses propres textes. Il avait une imprimerie. Donc ça, c'est le premier volume. Enfin, les premiers volumes se sont appelés Les Nuits de Paris. Et ensuite, il a fait, je crois que ça s'appelle Les Nouvelles Nuits de Paris pendant la Révolution. Et où il raconte le changement. C'est incroyable comme documentation. Et Louis-Sébastien Mercier, qui était son grand copain, lui a écrit son portrait de Paris, qui est divisé en le jour, la nuit. Et c'est 50-50. Mais regardez tous les traités d'urbanisme sur Paris et vous verrez combien de lignes sur la nuit. Vous comprendrez pourquoi j'ai mis 5 ans à l'écrire le livre. C'est que je suis allé chercher une ligne là, une note là. Voilà. Et il y a un livre extraordinaire d'une historienne, Les 12 heures noires de la nuit, Simone Delattre, qui est, je pense, quelqu'un de proche d'Alain Corbin, donc d'une histoire des sensations, et qui est d'autant plus extraordinaire pour moi qu'il ne dit presque pas un mot de la ville. C'est-à-dire que c'est sur les usages décrits depuis les outils de l'historien, c'est-à-dire les archives, eh ben, il n'y a pas d'archives du construit. La plupart des bâtiments ne sont pas vraiment signés, les grands plans d'urbanisme n'existent pas, etc. Donc ça a été très très dur de reconstituer cette consistance urbaine propre à l'île. Ce que j'ai fait, ça se rapproche de l'archéologie. Et comme c'est peut-être la première fois que quelqu'un l'a fait, c'est fait pour être critiqué. Et on trouverait. Si quelqu'un refait ça, je vais en prendre plein la gueule. C'est évident, puisque j'ai navigué dans ce que j'ai trouvé. Et puis j'ai ramené, j'ai comparé, j'ai estimé une chose par rapport à l'autre. Si je me suis trompé là, l'autre, ça ne marche plus. Mais c'est drôlement excitant d'être dans cette position-là. Et il y a beaucoup d'autres sujets, y compris de ceux qui sont de la fondation de la ville au XIXe siècle, comme le rapport au souterrain, qui est une question qui commence à émerger aujourd'hui dans le monde de la recherche, mais aussi sur des spéculations liées au Grand Paris. Chacune des gares du Grand Paris va être un système souterrain. On n'a pas avancé sur ces sujets-là. On va refaire des dalles comme on les a fait dans les années 70-80. C'est un peu dommage qu'on n'appuie pas 2 secondes sur pause pour dire à propos, personne ne veut aller sous terre là, donc est-ce qu'on est sûr? Bon, non. Le train est lancé. Et, donc c'est sûr qu'il y a plein de sujets qui nous concernent là maintenant. Il y a des sujets alimentaires notamment, extraordinaires, qu'on peut relever, qu'on peut restructurer en regardant derrière nous, des sujets d'hôtellerie aussi, d'histoire de l'hospitalité, qui étaient traversés par ce travail-là. Et donc, moi je suis preneur de découvrir qu'il y a eu d'autres villes au même moment qui ont eu la même densité d'offres. Je crois que New York a été une machine à exister 24/24, avec des quartiers très spécifiques, mais à une échelle telle qu'en réalité, ça n'avait pas le même sens que Paris, où en fait, d'un quartier de nuit à l'autre, il ne fallait pas marcher beaucoup. Il faut imaginer jusqu'à 60% des Parisiens qui vivaient la nuit, à certains moments du XIXe siècle, à cause des grands chantiers, etc. Donc il n'y a aucun transport public. Donc toute la nuit, vous avez des hordes de gens qui marchent dans la pénombre, en chantant, pour s'encourager, parce qu'il faut marcher parfois 2 heures pour aller au chantier, pour aller à l'usine. Et des marchands d'eau de vie, de croissants,
des gamins de 7 ans qui vendent un bol de soupe, etc. C'est le summum de l'espace public, quoi, une rue bondée à Istanbul, c'était une banalité absolue de la nuit au XIXe siècle. Et donc, toutes les histoires de riverains, évidemment, elles sont à hurler de rire, parce que les plus riches habitaient le plus bas possible, donc ils étaient le plus au contact du bruit. Alors, même si en général les chambres ne sont pas sur rue, il y avait une tolérance au bruit qui était liée au fait que c'était un bruit de fond. Voilà. Mais ça, c'est pas difficile. Mes grands-parents ont un petit appartement sur la place d'Enfer Rochereau. Quand j'étais enfant, il y avait tellement de voitures que je m'endormais comme ça. Parce que c'était... Aujourd'hui, il y a des minutes entières où il n'y a rien. Alors, quand il y a un taxi qui passe, on se lève, on a envie de le descendre. Et je crois qu'en réalité, les problèmes de cohabitation... Alors là, je ne suis pas en train de vous répondre, en fait. D'une idée à l'autre, j'arrive à la question du ressenti historique, finalement, et de la profondeur. Je vous donne l'exemple des fontaines à Rome. Les habitants de Rome ont demandé qu'on éteigne les fontaines la nuit, parce que ça les dérangeait. Résultat, ils ont entendu les touristes, et donc on a remis les fontaines en eau. Parce qu'au moins, psychologiquement, c'est un son agréable. Tandis que l'Erasmus bourré... qui hurle en tchèque, où est-ce que tu as mis la bière, voilà.